Alors, du coup, on se retrouve pour un petit diapo sur les différentes comparaisons et les tests. Dans ce cours, en gros, ça va être les différentes comparaisons, mais que de moyenne observée à théorique et de répartition observée à théorique. Donc, on va pas faire genre les moyennes, enfin les comparaisons de deux moyennes ou comparaisons de deux répartitions. Ça sera dans un autre cours. Alors, donc déjà, j'espère que cette première page vous plaît. Et puis, bah voilà, c'est parti, on y va avec le sourire toujours. Donc, on commence avec les comparaisons de moyenne. Donc, pour commencer, on va faire les comparaisons de moyenne observée à théorique sur grand échantillon, très important. Alors, on va regarder les conditions de validité, l'indice et la valeur seuil, et puis, en gros, la petite conclusion, ce qu'on va devoir faire en fonction de notre indice et de notre valeur seuil, bien sûr. Donc alors, sur grand échantillon, les conditions de validité sont toujours les mêmes. C'est un n supérieur ou égal à 30. Le n, en fait, ça va correspondre au nombre de personnes, par exemple, si on étudie des personnes qu'il y a dans votre échantillon, mais ça peut être aussi le nombre de médicaments, le nombre de piqûres qu'on réalise, enfin voilà, c'est vraiment le nombre total de votre énoncé. Et du coup, il faut que ça soit supérieur ou égal à 30, c'est hyper important. Ensuite, au niveau de l'indice, on a un z, et ça va être un z alpha sur 2, comme on peut le voir ici. Et en gros, le z alpha sur 2, il va être égal, donc c'est notre indice, à la valeur absolue de mu moins m. Alors, à quoi ça correspond mu, à quoi ça correspond m? Mu, en fait, ça va correspondre à la moyenne, du coup, théorique, vu qu'on est dans le cadre d'une comparaison de moyenne observée à théorique, et le m, ça va être à la moyenne observée. Donc ça, de toute façon, vous comprendrez plus facilement dans un exercice, mais enfin voilà, les définitions, c'est vraiment ça. Mu, c'est la moyenne théorique, m, c'est la moyenne observée. Et du coup, on va diviser notre numérateur par la racine carrée de notre variance de l'échantillon divisé par n. Donc c'est pareil, la variance, on a une petite formule qui est un petit peu barbare à apprendre au début, mais franchement, une fois qu'on la maîtrise, c'est nickel. Et notre n, bah, c'est toujours voilà, le nombre de personnes, par exemple, qu'on a dans l'échantillon, qui est normalement supérieur ou égal à 30 dans ce cas-là. Donc ensuite, notre seuil, on va le lire dans la table de la loi normale à z alpha sur 2. Vous allez comprendre aussi juste dans la diapo suivante pourquoi c'est z alpha sur 2 et pourquoi c'est pas juste z alpha. Ça, c'est hyper important de le comprendre, je pense, et souvent on l'apprend bêtement, sans forcément comprendre pourquoi dans telle formule on a z alpha sur 2, dans l'autre, bah, du coup, on a un qui 2 à alpha tout court. Mais voilà, je vais essayer de vous l'expliquer et c'est franchement pas très compliqué. Voilà, c'est dans la diapo juste après, j'en dis pas plus. Et du coup, en conclusion, on doit comparer notre valeur seuil et notre indice, qu'on a du coup calculé. Notre indice, en gros, s'il va être supérieur à notre valeur seuil, et bah du coup, on va conclure qu'on a une différence significative entre notre moyenne observée et notre moyenne théorique. Mais par contre, si notre indice est inférieur à la valeur seuil, et bah on va conclure qu'on n'a pas de différence significative entre notre moyenne observée et notre moyenne théorique. Alors voilà, je vous parlais de ce petit graphique qui représente la loi normale, et du coup, vous allez normalement comprendre pourquoi on trouve un alpha sur 2 dans la table de la loi normale, et pas un alpha tout court. En fait, vous pouvez juste simplement voir que notre courbe, elle est symétrique. Ça veut dire que toutes les valeurs que vous avez dans votre tableau, en fait, correspondent à la partie droite de cette courbe, c'est-à-dire toute cette partie-là. Ce qui fait qu'en gros, bah, on est obligé de dire que c'est un z alpha sur 2 pour trouver dans notre table, mais notre résultat global, en fait, ça va être sur toute la courbe. C'est pour ça qu'en gros, on doit multiplier par 2 notre pourcentage de départ afin de retrouver notre 5%. En gros, on prend un z alpha sur 2 parce qu'il n'y a que la partie droite de la courbe qui nous intéresse, mais au final, en fait, on veut toute la courbe, c'est pour ça qu'on dit qu'on a un test à alpha. J'espère que c'est clair. En gros, quand c'est symétrique, vous avez alpha sur 2, et quand ça ne l'est pas, bah, vous avez juste alpha. C'est ça qu'il faut absolument retenir, et puis du coup, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous maintenant. Donc là, on passe à la comparaison de moyenne observée à théorique sur petit échantillon cette fois. Très important aussi. Les conditions de validité, bah du coup, vu que sur grand échantillon c'est n supérieur ou égal à 30, ici on a n strictement inférieur à 30 et x qui doit suivre une loi normale. Alors ça c'est juste super important aussi. Si votre x ne suit pas une loi normale et que vous avez un échantillon qui a n strictement inférieur à 30, vous ne pouvez pas comparer votre moyenne observée à votre moyenne théorique.
c'est pas possible. C'est vraiment une des conditions de validité qu'on oublie en plus le plus souvent. Il faut vraiment pas l'oublier, c'est très important. Donc voilà, vous retenez n strictement inférieur à 30 et x suit une loi normale. Hyper important. Ensuite, pour le calcul de l'indice, notre indice ici, ça va plus être z, ça va être t. Et encore un t à alpha sur 2. Encore une fois, je vous ai mis le graphique de la loi de Students juste après. Donc voilà, je vais vous expliquer, mais du coup, c'est les mêmes explications que pour la loi normale. J'en dis pas plus. On a exactement la même formule, hein. Du coup, ça va être valeur absolue de mu moins m. Donc mu qui correspond toujours à notre moyenne théorique, m qui correspond à notre moyenne observée, divisé par la racine carrée de la variance de l'échantillon, à ne pas confondre avec l'écart type, vu qu'on sait que l'écart type au carré, du coup, c'est notre variance, et divisé par n, donc le nombre de personnes qu'on a dans l'échantillon. Donc ça, voilà, c'est aussi hyper important. Faut pas se tromper, mais du coup, les formules sont quand même assez similaires. Enfin, sont similaires, c'est les mêmes. Il y a juste, en fait, le nom de l'indice qui va changer. Donc ici, on a t, et avant, on avait z. Et donc, pour trouver le seuil, cette fois-ci, on va se mettre dans la table de la loi de Students à tn-1 ddl. Donc, vous prenez votre nombre de personnes dans l'échantillon, vous faites une soustraction de 1, comme ça vous avez votre degré de liberté, du coup les ddl, et toujours à alpha sur 2. Et encore une fois, pour la conclusion, c'est-à-dire la comparaison de l'indice et du seuil, et en fait vous faites la même chose que tout à l'heure. Si vous avez un indice qui est supérieur à votre seuil, du coup, vous pouvez conclure qu'on a une différence significative entre votre moyenne observée et votre moyenne théorique. Et par contre, si votre indice est inférieur au seuil, vous pouvez conclure qu'il n'y a pas de différence significative. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut que ce soit clair dans votre tête. C'est vraiment ça le plus important. Et donc voilà, la petite courbe qui représente la loi de Student. On voit encore une fois que c'est symétrique. C'est pour ça qu'on a un alpha sur 2 dans la formule qui nous sert à calculer notre indice. Et ça, c'est pareil, il faut le comprendre. Et c'est les mêmes explications que j'ai données tout à l'heure. Donc voilà, on a une courbe symétrique. Ça nous donne tous les résultats du coup pour la partie positive. C'est pour ça qu'on est obligé de faire alpha divisé par 2 et pas un alpha entier. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous ça maintenant, vu que c'est important à comprendre. On va passer aux comparaisons de répartition. Donc souvent c'est un peu plus galère les comparaisons de répartition. À expliquer c'est un peu compliqué aussi parce que là du coup on n'a pas forcément d'exemple, mais du coup ce sera vraiment dans les exercices que vous aurez des déclics et que vous comprendrez tout. Et il faut absolument tout comprendre. C'est super important. Si vous comprenez pas, ça va être hyper compliqué de l'apprendre. Donc moi je pars du principe que si vous voulez apprendre quelque chose, essayez de le comprendre. C'est vraiment super important. Donc alors, comparaison de répartition observée à théorique sur grand échantillon. Ouais, grand échantillon, très important aussi. Je vais faire la même blague à chaque fois, hein, donc rigolez s'il vous plaît. Et du coup, on a encore 3 trucs. Les conditions de validité, le calcul de l'indice et la valeur seuil, plus notre conclusion. Voilà, à chaque fois c'est le même schéma, c'est la même chose. Donc les conditions de validité. Là, on est à tous les CIJ supérieurs ou égal à 5. Les CIJ, vous comprendrez beaucoup mieux pendant les exercices en gros ce que c'est, parce que là c'est un peu compliqué à expliquer sans exemple. Mais en gros, c'est les résultats de votre répartition théorique. Donc imaginez, vous avez un pourcentage au niveau théorique, et du coup, vous allez juste multiplier ce pourcentage de la population générale à votre nombre de personnes dans votre échantillon. Et là, du coup, ça va vous donner un CIJ. Et en gros, si votre CIJ est supérieur ou égal à 5, si tous vos CIJ sont supérieurs ou égaux à 5, et du coup, on pourra être dans le cadre d'un grand échantillon. Et du coup, réaliser un test du Qui2. Voilà, juste là. Donc maintenant, pour le calcul de l'indice, donc voilà, c'est la formule du Qui2. Donc OBS pour observer. Donc c'est la somme des OIJ, donc ce que vous avez dans votre échantillon, ce que vous observez. Donc observer, c'est le O, quoi. Enfin moi je le retenais comme ça. Moins votre CIJ, donc ce que je viens de vous expliquer, ce qui nous sert du coup à valider ou non nos conditions de validité. Et du coup, vous faites cette soustraction, vous la mettez au carré, donc du coup on s'en fiche de l'ordre, étant donné que c'est au carré, et du coup vous divisez par le CIJ qui correspond. Encore une fois, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça dans la partie cours, donc ce sera au niveau des exercices que vous allez vraiment comprendre à quoi ça correspond. Et donc à K-1 ddl, donc souvent K en fait c'est le nombre de groupes que vous avez
Donc, vous prenez le nombre de groupes, mais souvent, voilà, vous avez 2 groupes, et puis, du coup, 2 moins 1, ça fait 1. Et souvent, on est à 1 DDL. Ce qui fait qu'à 1 DDL, et du coup, là, on est dans le cadre d'un alpha, et pas d'un alpha sur 2. Et encore une fois, vous allez le comprendre juste après. Du coup, 1 DDL à 5%, ça nous donne ce fameux seuil de 3,841. Ça, c'est hyper important. Et du coup, si vous avez un cas qui diffère, donc par exemple k égale 2, vous devez regarder dans vos tables statistiques au niveau du tableau du Ki2, enfin la loi du Ki2, pour trouver une nouvelle valeur seuil. Et donc ensuite, pour conclure, la comparaison de l'indice et du seuil, c'est toujours la même chose. Si on a un indice supérieur au seuil, du coup, on a une différence significative entre nos deux répartitions, donc entre la répartition observée et la répartition théorique. Et si vous avez un indice qui est inférieur au seuil, encore une fois, c'est non significatif, enfin la différence est non significative. Maintenant, petit échantillon, donc toujours dans la table du Ki2, c'est important. On a toujours les 3 trucs. Donc condition de validité, calcul de l'indice et trouver le seuil, plus conclusion, la comparaison. Au niveau de la validité, là, c'est pareil. Là, j'ai mis CI, mais en fait, c'est CIJ, je me suis trompé. Mais ça revient au même. Donc, du coup, c'est au moins un des CIJ est entre 3 et 5. Donc, ce que je vous ai expliqué pour calculer le CIJ juste avant, ici, du coup, en fait, c'est la même chose ici, sauf que vous êtes dans le cas où vous avez un des CIJ, au moins un, qui est entre 3 et 5. Et tous les autres, au moins supérieurs à 3, du coup, ou à 5, voilà, on s'en fiche. Par contre, si vous trouvez que vous avez un CIJ qui est inférieur à 3, là, vous laissez tomber. Le test, vous ne pouvez pas le faire. C'est une condition de validité qui n'est pas respectée. Donc, dans tous les cas, si c'est inférieur à 3, voilà, vous ne pouvez pas faire de test. Mais souvent, ça ne tombe pas parce que les profs, ils veulent vous faire utiliser les formules que vous avez normalement apprises. Donc voilà, ça c'est pour les conditions de validité. Maintenant, pour le calcul de l'indice, on est toujours sur un Ki2 du coup. Et du coup, notre Ki2, c'est toujours la somme de notre OIJ moins CIJ, mais cette fois-ci en valeur absolue moins 0,5, le tout au carré, divisé par le CIJ correspondant. Ça c'est pareil, vous allez vraiment le comprendre en exercice. Pour moi, c'est un peu compliqué de vous expliquer ça comme ça, sans exemple. Avec moi, du coup, c'est pour ça que la partie exercice va être essentielle et primordiale dans du coup la compréhension de ces types de formules. Et du coup, on a toujours un Ki2 à 1 DDL pour ce type de comparaison, et un alpha souvent égal à 5%, et donc notre fameux seuil de 3,841 qui revient. Encore une fois, comparaison de l'indice et du seuil. Si notre indice est supérieur au seuil, différence significative. Si notre indice est inférieur au seuil, du coup, on a une différence non significative. Et donc voilà, là c'est notre petit graphique qui représente la loi du Ki2 à alpha, bien sûr, et pas alpha sur 2. Pourquoi ? Parce que notre courbe n'est pas symétrique. Donc là, il n'y a pas de secret, c'est forcément un alpha. Ça sert à rien de le diviser par 2 parce que notre courbe n'est pas symétrique. Donc ça, j'espère que c'est clair pour vous maintenant. Parce que pour moi, c'est essentiel vraiment à comprendre. Et au moins, vous ne prenez pas la tête, vous apprenez pas par cœur si c'est alpha ou alpha sur 2. Mais il faut faire attention parce que du coup, il y a juste dans un cas où cette petite astuce de genre regarder si la courbe est symétrique ou pas ne fonctionne pas. Et normalement, dans une partie courbe, on va vous dire c'est dans quel cas. Et donc là, on va passer au test. Donc du coup, avec les erreurs. Parce que des fois, on fait des erreurs. Et du coup, il faut aussi les définir. L'erreur alpha. Qu'est-ce que l'erreur alpha ? C'est on rejette une hypothèse alors que cette hypothèse est vraie. Ainsi, on trouve une différence entre deux groupes qui n'existent pas en réalité. La différence observée vient uniquement des fluctuations d'échantillonnage. Par exemple, on va conclure l'efficacité d'un traitement qui ne l'est pas. En gros, vous voyez votre courbe là de la loi normale qui est symétrique. Hop, je vais la remettre, c'est plus simple. Et en gros, imaginez que vous avez vos bornes à 2,5% à chaque fois. En fait, on va trouver un résultat qui est dans les 95, alors qu'en fait, il est au niveau des 2,5. Ça, c'est l'erreur alpha. L'erreur alpha, c'est on rejette une hypothèse alors que cette hypothèse est vraie. Ainsi, on trouve une différence entre deux groupes qui n'existent pas en réalité. La différence observée vient uniquement des fluctuations d'échantillonnage. Par exemple, on va conclure
à l'efficacité d'un traitement qui ne l'est pas. Donc, il faut vraiment retenir que on rejette une hypothèse alors que cette hypothèse, elle est vraie. Donc, ça veut dire que si je reprends ma courbe qui représente la loi normale, imaginez que voilà, on a deux bornes comme ça. Toute cette partie-là est vraie et toutes les autres, du coup, aux extrémités ne sont pas bonnes. Bah, en fait, vous allez être à l'intérieur ici, alors qu'en fait, elle est vraie. Donc, ça veut dire qu'on rejette, alors que normalement, on ne devrait pas rejeter. Ça, c'est l'erreur alpha. Ensuite, on a l'erreur bêta. Bêta, c'est la puissance. C'est pour ça que j'ai mis The Rock juste ici. C'est un peu, voilà, la puissance. Faut pas déconner, quoi. Du coup, c'est l'inverse de l'erreur alpha. Ici, on ne va pas rejeter H0 car on ne trouve pas de différence significative, mais bien, alors que cette différence, en gros, elle existe bien en réalité. Elle se calcule sous H1 car il faut montrer la zone où H0 a été marquée vraie alors qu'elle était fausse. Ça, c'est pareil. C'est vraiment des définitions théoriques et c'est en exercice que vous allez vraiment bien comprendre. Je vais essayer de vous faire comprendre, du coup, avec le graphique de la loi normale. Mais voilà, je finis la définition. Cette erreur amène à ne pas montrer l'efficacité d'un traitement qui l'est. Donc alors, moi j'avais un petit tips quoi. Hop, ma loi normale elle est là. Je me disais, imagine, voilà, encore nos deux bornes. Donc tout ça, normalement ça devrait être vrai, et ici c'est faux. Et en gros, là je me dis, bah c'est un manque de puissance. Ça veut dire que, bah en fait, mon échantillon, ça se trouve, il n'y a pas assez de personnes dedans. Et du coup, il n'est pas assez représentatif, donc on va trouver un résultat qui est vrai, alors qu'en fait, on devrait être dans le faux. Donc imaginez, vous vous situez ici, donc ici c'est encore bon, alors que si vous augmentez le nombre de personnes dans votre échantillon, bah vous serez ici. Et du coup, on peut prouver que c'est pas bon. Et en gros, faut pas confondre le manque de puissance et la puissance. Et donc, la puissance, c'est 1 moins bêta. Ça, c'est vraiment la puissance. C'est la définition. Moi, je me disais, un bêta, dans la vie de tous les jours, genre un gros bêta, c'est un mec qui est con. Enfin voilà, on n'a pas besoin de lui. Donc, si on fait 1 moins le mec qui est con, bah du coup, on est plus puissant. Moi, c'était mon petit tip, c'est tout. Du coup, 1 moins bêta, c'est la puissance, et bêta, c'est le manque de puissance. Voilà. Donc ça, j'espère que c'est clair pour vous maintenant. Et donc, on va finir avec l'erreur gamma. Donc l'erreur gamma, c'est on rejette H0 qui est réellement fausse, mais on conclut dans le mauvais sens. Par exemple, on rejette H0 car la valeur trouvée est supérieure à la moyenne théorique, qui est en fait fausse, la moyenne réelle étant plus haute et donc la valeur trouvée plus basse que la moyenne réelle. C'est pareil, c'est hyper théorique, pardon, mais moi je me disais, bah voilà, on rejette H0 et elle est vraiment fausse, donc on a raison de rejeter H0, mais on conclut dans le mauvais sens. Du coup, en fait, c'est juste, voilà, t'es un idiot parce que bah t'as mal conclu. Et puis bah souvent, enfin voilà, tu conclus pas mal. T'as ton indice par exemple qui est supérieur à ton seuil, donc bah forcément faut que tu dises qu'on a une différence significative, mais en fait tu dis bah non, on n'a pas de différence significative. Enfin voilà, en fait ça n'a pas de sens cette erreur. Et souvent bah du coup elle est négligeable tellement elle est petite quoi. Enfin c'est infime et donc normalement dans les exos, enfin que vous faites par rapport à l'erreur gamma, si vous devez la calculer, vous voyez que souvent, enfin voilà, moi je sais que le dernier exercice que j'ai fait il y a pas très longtemps, bah, l'erreur gamma elle était située entre 10-6 et 10-7. Donc c'est vraiment des valeurs hyper petites. C'est pour ça que souvent on la néglige. Et donc voilà, bah, je vous souhaite un bon courage pendant cette période de reconfinement. J'espère que ça va pour vous, que vous êtes chaud en biostat et tout, que vous n'êtes pas bah, du coup comme la petite qui est juste à côté de moi. Moi je vous envoie des cœurs, de l'amour. Les maths c'est vraiment la vie. J'espère que tout est clair dans votre tête. Essayez de comprendre un maximum de trucs, c'est vraiment la base, je pense. Et puis bah voilà. Je vous fais des bisous et puis bah à bientôt. Salut! Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien malgré ces conditions difficiles, mais lâchez rien, on croit en vous et ça va aller sans souci. Alors on va faire un exercice, deux exercices même sur le principe des tests statistiques. Pour le premier exercice, donc Flash McQueen fait encore des siennes avec son arrogance. Toujours aussi égocentrique, il pense maintenant être le plus beau. Il choisit même 11 compagnons de Cars parmi la population de voitures de tous les films confondus qu'il considère comme les plus beaux. Il décide alors d'évaluer la beauté et l'élégance de son groupe. En effet, il constitue son équipe qui comprend selon lui les plus beaux. On y retrouve Sally, Martin, Flo, Duck Hutton et 7 autres. Il veut savoir si son équipe a en moyenne plus d'élégance et de style que la population de voitures de Cars dont elle provient. On évalue ses qualités par un score allant de 0 à 100. C'est la variable x qui suit une loi normale.
Donc sachant que dans la population générale, le score est de 61 en moyenne, alors l'équipe de Flash McQueen obtient un score de 75. On veut donc savoir si la moyenne des scores observés sur l'échantillon constitué par Flash McQueen diffère significativement de celle de la population générale des voitures de Cars. Donc on a 3 données. On a M qui est la moyenne de l'échantillon qui est égale à 75, mu la moyenne de la population qui est égale à 61 et S égale à 33,6. Alors pour la première question, il s'agit d'un problème de comparaison de moyenne observée à théorique sur petit échantillon. N est égal à 12. Alors, pourquoi on peut dire que c'est ce problème de comparaison, cette comparaison qu'il faut faire? Donc déjà, pour savoir si on parle de moyenne ou de répartition, c'est assez simple. On voit là dans l'énoncé qu'on nous parle de moyenne, donc on a on a l'échantillon qui a une moyenne de 75 et la population une moyenne de 61. Et on voit donc on a l'échantillon qui est comparé à la population. Donc moyenne observée à théorique, car l'échantillon provient de la population, et n est égal à 12, car on dit qu'il choisit 11 compagnons parmi la population de voitures de tous les films de Cars confondus, qu'il considère comme les plus beaux. Et plus loin, on nous précise qu'il constitue son groupe, lui y compris. Donc cela fait un échantillon de 12 personnes. Ensuite, une autre preuve, c'est que c'est celle-ci. Il veut savoir si son équipe a en moyenne plus d'élégance et de style que la population de voitures de Cars dont elle provient. Et enfin, la dernière partie de l'énoncé nous le prouve aussi. Donc, sachant que dans la population générale, le score est de 61 en moyenne et que l'équipe de Flash McQueen obtient un score de 75. Donc là, on nous parle clairement de moyenne. Et on veut savoir si la moyenne des scores observés sur l'échantillon diffère significativement de celle de la population générale. Donc voilà, là maintenant, avec toutes ces preuves, on est sûr d'être sur un problème de comparaison de moyenne observée à théorique sur petit échantillon. Pour la deuxième question, quelle est l'hypothèse H0? L'hypothèse H0 est donc mu est égal à 61. Donc on suppose une égalité entre les paramètres théoriques. Et c'est sous cette hypothèse H0 que l'on va faire la suite du test, qu'on va faire donc les calculs. Question 3. Quel est le seuil à utiliser pour le test? Donc comme c'est un petit échantillon, en effet n est inférieur à 30, la valeur sera lue dans la table de la loi de Student pour alpha est égal à 2,5% et n-1 ddl. Donc on prend la table de la loi de Student, on se place dans la ligne n-1 ddl, donc 12-1, 11 ddl, et on se place dans la colonne alpha est égal à 2,5%, soit 0,025. Ainsi, on trouve t est égal à 2,201, qui est donc la valeur du seuil. Question 4. Quel est l'indice statistique cette fois-ci qui mesure l'écart sur ce test? Donc on nous rappelle les données. Donc en premier lieu, on s'occupe des conditions de validité qui sont ici respectées, car X suit une loi normale dans la population. Ensuite, on fait le calcul, donc on connaît la formule qui est qui est m moins mu sur s divisé par racine de n. On va donc appliquer les valeurs numériques et donc cela va nous donner 75 moins 61 divisé par 33,6 sur racine de 12. On obtient une valeur qui est égale à 1,44. Donc l'indice statistique mesurant l'écart sur ce test est égal à 1,44. Quelle conclusion peut-on faire? Alors, donc là, on va regarder si l'indice est supérieur ou s'il est inférieur au seuil. Donc ici, l'indice T est inférieur au seuil. Ainsi, on ne rejette pas H0. Alors attention, il ne faut jamais accepter. C'est soit on rejette, soit on ne rejette pas, mais jamais on pourra dire qu'on accepte H0. Autrement dit, on ne détecte pas que la moyenne des scores observés sur l'échantillon provenant de la population générale diffère significativement de celle de la population générale des voitures de Cars. Et voilà pour cet exercice. Donc j'espère que tout est clair. En tout cas, si vous avez la moindre question, le moindre point qui n'est pas clair, surtout n'hésitez pas, posez-nous la question et on vous répondra sans souci. Alors pour le deuxième exercice, le si célèbre chef Choquette Esteban m'a révélé être obnubilé depuis quelques semaines par les 101 dalmatiens. Il en a même fait une étude pour savoir comment ils ont pu être sélectionnés parmi tous les dalmatiens des États-Unis. Il se demande si les 101 dalmatiens ont plus de taches noires que le reste de la population
Et si c'est le critère de choix. Il n'endort plus et me demande de résoudre le mystère. Alors, il les a observés et il a compté le nombre de taches noires sur leur poil. Et il a repéré 20 dalmatiens qui avaient entre 0 et 20 taches, 46 dalmatiens qui avaient entre 21 et 40 taches noires sur leur poil, et 35 dalmatiens qui en avaient plus de 41. Donc en supposant que chez les dalmatiens des États-Unis, le nombre de taches noires est le suivant. On a donc pour ceux qui ont entre 0 et 20 taches, on va retrouver 38% des dalmatiens. On en aura 45% des dalmatiens qui auront entre 21 et 40 taches, et 17% des dalmatiens qui ont plus de 41 taches. Y a-t-il une différence significative entre le nombre de taches noires des 101 dalmatiens et celui de la population de dalmatiens dont ils sont issus? Peut-on donc en conclure que le critère de choix est le nombre de taches noires? Première question, il s'agit d'un problème de comparaison, donc problème de comparaison de répartition observée à théorique. Donc, en effet, on nous donne des effectifs de dalmatiens selon leur nombre de taches noires. On les a classés par catégorie. Alors, donc dans l'énoncé, on retrouve donc les trois catégories, de 0 à 20 tâches, 21 à 40 tâches, plus de 41 tâches, que ce soit pour la population générale avec donc des pourcentages, donc des répartitions, et pour l'échantillon, où là, on va avoir un effectif de dalmatiens selon le nombre de tâches. Ensuite, on cherche à faire une comparaison à la population générale, donc comparaison de l'échantillon par rapport à la population. Et la dernière preuve, c'est la dernière question, la dernière phrase. Y a-t-il une différence significative entre le nombre de taches noires des 100 dalmatiens et celui de la population de dalmatiens dont ils sont issus? Les conditions de validité, quelles sont-elles? Alors, pour ce type de test, on va devoir faire un tableau en mettant une colonne par catégorie, donc une colonne pour 0 à 20 tâches, une deuxième pour ceux qui ont 21 à 40 tâches et une troisième pour ceux qui ont plus de 41 tâches. Première ligne, ça va être en fait les effectifs, les répartitions, pardon. Ça va être les répartitions sous H0. Donc en fait, on va prendre les répartitions de la population générale. Donc on a vu que pour ceux qui avaient de 0 à 20 tâches, ils étaient 38, il y en avait 38% qui avaient de 0 à 20 tâches, donc 0,38. On avait 45%, donc 0,45 pour ceux, les dalmatiens qui avaient 21 à 40 tâches, et pour ceux qui en avaient plus de 41, il y en avait 17%, donc 0,17. Ça nous fait un total de 1. Pour les effectifs observés, on reprend tout simplement les données de l'énoncé pour l'échantillon, donc 20 dalmatiens, 46 et 35 selon leur nombre de tâches. Et la dernière ligne, c'est ce qui va vraiment nous permettre de faire le calcul de l'indice. C'est donc les effectifs calculés, CI. Et en fait, ça correspond aux effectifs qu'on trouverait si la répartition dans l'échantillon suivrait la même répartition qu'on a dans la population générale. Donc si sur les 100 dalmatiens d'échantillon, on en avait vraiment 38% qui avaient 0 à 20 tâches, on en trouverait 38. Si on avait aussi 45% qui avaient 21 à 40 tâches sur leur poil, on en trouverait donc 46. Donc ça varie un peu par rapport aux arrondis qui sont faits lors des calculs. Et à la fin, donc en toute logique, pour la dernière catégorie, si on avait, comme pour la population générale, donc 17% qui avaient plus de 41 tâches, 41 et plus, donc on aurait 17 dalmatiens sur les 100. Donc les conditions de validité sont les suivantes. Tous les CI sont supérieurs à 5. En effet, 38, 46 et 17 sont supérieurs à 5. Et donc on peut dire qu'on est sur un grand échantillon. Donc au final, on va faire un test du T2 de comparaison de répartition observée à théorique sur grand échantillon. Troisième question. Quel est le seuil à utiliser pour ce test? Alors, le seuil, donc on va lire le seuil dans la table du Ki2 pour alpha est égal à 5% et pour K-1 DDL, sachant que K est le nombre de classes. Donc, on sait qu'il y a 3 classes, 0 avantage, 21 à 40 et 41 et plus. Donc, K1-1, 3-1 est égal à 2.
On va prendre la table du qui 2, on se place dans la ligne des DDL à 2 DDL. On se place maintenant dans la colonne qui correspond à alpha est égal à 5%, donc 0,05. On fait croiser les deux, la ligne et la colonne, et on retrouve un seuil égal à 5,991. Quel est l'indice statistique mesurant l'écart sur ce test? Donc déjà, la formule, c'est la suivante, qui 2 est égal à la somme de OI moins CI au carré sur CI. Donc on va appliquer les valeurs numériques, on va faire la somme donc du calcul pour chaque catégorie. Donc 20 moins 38 au carré sur 38, plus 46 moins 46 au carré sur 46, plus 35 moins 17 au carré sur 17. Donc c'est à chaque fois on prend OI moins CI au carré sur CI pour chaque catégorie. On va en faire la somme et on trouve 27,59. Cinquième question, quelle conclusion peut-on faire? On observe donc que qui 2 observé, donc l'indice qui est égal à 27,59, est supérieur au seuil, est bien supérieur au seuil d'ailleurs, qui 2 K-1 DDL alpha est égal à 5%, qui lui est égal à 5,991. Donc on rejette H0. On observe une différence significative entre le nombre de taches noires des 100 dalmatiens et celui de la population de dalmatiens dont ils sont issus. Ainsi, on peut dire que les 100 dalmatiens ont plus de taches noires que la population. Donc, le chef Lieu 4 avait finalement raison. Le nombre de taches noires est un critère de choix. Il était temps de lui donner la réponse. En effet, le chef perdait patience et commençait à évincer les membres de la team un à un. Donc voilà, c'est la fin pour les 2 exercices sur les principes des tests. Bravo à vous tous. Et vous êtes les meilleurs, vraiment, lâchez rien, c'est bientôt terminé, on croit en vous et vous allez tout déchirer au concours, surtout en niveau 4. Voilà, bonne continuation et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous aider et pour répondre à toutes vos questions, il n'y a pas de soucis. Bonne journée ou bonne soirée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette exo d'erreurs statistiques concoctée avec amour. Voilà, donc bon là si j'étais en présentiel j'imagine que tout l'amphi se serait tapé des grosses barres. Donc c'est juste pour vous dire que les erreurs statistiques c'est quelque chose de très compliqué. Moi je crois que j'ai passé le concours sans vraiment comprendre ce que c'était. Mais je vous conseille quand même de comprendre et puis de vous entraîner à faire des exos là-dessus parce que c'est une notion qui est assez compliquée à comprendre et puis c'est des exos qui sont généralement assez difficiles pour tout le monde, quoi. Alors qu'en vrai, c'est une fois qu'on a compris la logique, c'est pas très très compliqué. Donc j'espère qu'avec cet exo, vous aurez un petit peu compris si vous avez du mal avec les erreurs statistiques. Donc, un des clients de Cruella a des exigences très particulières sur la qualité de la peau de ses dalmatiens. En effet, après avoir lu dans WAF Magazine que les dalmatiens possédaient en moyenne un nombre de 117 taches, il exige que le nombre de taches sur les peaux de dalmatiens que va lui vendre Cruella soit significativement supérieur à cette moyenne. Cruella, assez agacée par cette demande, étudie le pelage de 32 des 101 dalmatiens et calcule une moyenne de 121 taches pour un écart type de 8 taches. Le client satisfait achète les peaux des pauvres petits dalmatiens à Cruella. Néanmoins, n'ayant pas tellement confiance dans les talents de statisticienne de Cruella, il décide de vérifier cette affirmation. Il compte alors le nombre de taches de chaque peau une à une et calcule une moyenne de 113 taches. On prend un risque alpha égale 5%. Ouais, oui, par contre, parce que les dalmatiens, là, ils sont bien dead, ouais. Dommage. Quel est le type d'erreur commise par Cruella? Donc déjà, on vérifie toujours les conditions de validité. N égale 32 supérieur à 30, donc les conditions de validité sont respectées. Ensuite, on calcule l'intervalle de fluctuation à 95% de M, c'est-à-dire la moyenne du nombre de tâches sur l'échantillon. Voilà, donc on va calculer l'intervalle de fluctuation de M. Donc attention, il se calcule à partir de la population, donc à partir de mu.
C'est juste que M devrait normalement se trouver dans cet intervalle. C'est pour ça que j'ai dit l'intervalle de fluctuation de M, mais pour pas vous mélanger, on va juste dire l'intervalle de fluctuation, quoi. Donc voilà, on calcule à partir de la population, donc mu plus ou moins 1,96 fois S sur racine de N, la formule vous la connaissez par cœur. Donc quand on remplace par les valeurs, ça nous donne un intervalle qui est 114,2, 119,8. Tac. Donc la moyenne M égale 121 de l'échantillon, on rappelle c'est la moyenne qui a calculé Cruella, est au-dessus de cet intervalle. C'est pour ça que à la base le client était satisfait, il avait des dalmatiens qui avaient plus de tâches que la moyenne, selon Cruella. La différence est donc significative. Or, sous H1, on a une moyenne de mu égale 113. C'est-à-dire qu'au final, il a recompté, il s'est rendu compte qu'on avait une moyenne plutôt de 113 et pas vraiment de 120, de 121, qui est en dessous de cet intervalle. La différence est donc toujours significative, mais on découvre qu'il a conclu dans le mauvais sens. Les chiens de Cruella ont moins de tâches que la moyenne des dalmatiens, et non l'inverse. Donc il s'agit d'une erreur gamma, c'est-à-dire qu'on a bien rejeté H0, mais par contre on a conclu dans le mauvais sens. On a pensé que les dalmatiens de Cruella avaient plus de tâches que la moyenne, alors qu'en réalité ils en ont moins. Furieux, le client pense que Cruella l'a roulé dans la farine, elle-même étant une grande amatrice de farine. Pour lui, je suis pas trop sûr de celle-là. Pour lui, la probabilité que Cruella se soit réellement trompée est minime. Voilà. Quelle est la valeur de cette erreur ? On se le demande. Gamma est la probabilité que M soit au-dessus de l'intervalle de fluctuation, probabilité calculée sous H1. Ça, c'est toujours ce qu'il faut garder en tête. L'erreur gamma, c'est la probabilité que M soit au-dessus de l'intervalle, enfin, dans ce cas-là, parce que des fois ça va être en dessous. Là, en l'occurrence, Cruella, elle a donné une valeur qui était au-dessus de l'intervalle, donc c'est la probabilité que M soit au-dessus de l'intervalle. Si elle avait donné une valeur qui était en dessous, ce serait la probabilité que M soit en dessous de l'intervalle, c'est logique. Et c'est donc une probabilité qu'on va calculer sous H1, comme toutes les erreurs. Enfin, en tout cas, comme les erreurs, pour le calcul des erreurs bêta et gamma, à chaque fois ça va être calculé sous H1. Donc on le note comme ça, gamma égale probabilité que M soit supérieur à 119,8 sous H1. On fait un changement de variable parce que dans les tables statistiques, on n'a pas la loi normale, on n'a pas toutes les lois normales, on a seulement la loi normale centrée réduite. Donc il faut centrer réduire cette loi normale. Donc on fait un changement de variable, on passe de M à Z, et là on va faire une petite formule, moins mu sous H1, c'est-à-dire le mu qu'on nous donne à la fin, c'est-à-dire à la fin on s'est rendu compte que c'était 113, donc c'est ça le mu sous H1, sur sigma, donc S sur racine de N. Bien garder cette formule en tête, c'est la même pour l'erreur bêta. Donc quand on change et quand on met les vraies valeurs, ça donne ça. Et c'est égal à la probabilité que Z soit supérieur à 4,808. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on cherche dans la table des petites valeurs de alpha, parce qu'on voit qu'on a 4,808, c'est une valeur qui est très élevée, qu'on va donc trouver uniquement dans la table des petites valeurs de alpha. Donc là, on peut regarder 4,808, ça va se trouver juste ici, entre 4,75 et 5,2, en gros. Tac. Et donc, on a une probabilité qui est comprise entre 10-6 et 10-7. La probabilité de faire cette erreur est donc bien minime. Comme pour toutes les erreurs gamma, on va se rendre compte que c'est une erreur qui est minime. Donc, soit Cruella est nulle en maths, soit elle a voulu rouler son client. Je ne sais pas. Si Cruella avait calculé une moyenne de 118 tâches, de quel type serait son erreur ? 118 appartient à l'intervalle de fluctuation, donc qui est 114,2, 119,8, je le remets là parce qu'on l'avait vu au début. Et donc, on n'aurait pas rejeté H0 si on avait calculé une moyenne de 118 tâches, parce que 118 appartient à cet intervalle. Alors que sous H1, on s'est rendu compte que H0 était bien fausse. Donc ça aurait été une erreur bêta cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas rejeté H0 alors qu'il fallait la rejeter. Quelle est la valeur de cette erreur ?
Donc bêta est la probabilité que M appartienne à l'intervalle de fluctuation, probabilité calculée sous H1. Ça, c'est la définition à retenir, à comprendre. Pour l'apprendre, c'est plus simple. C'est-à-dire que on pensait que M était dans l'intervalle au début, et au final, on s'est rendu compte que non. Donc on va chercher la probabilité qu'elle appartienne à l'intervalle, mais sous H1, c'est-à-dire une fois qu'on a les bonnes valeurs. Ça se note comme ça, et ça se calcule exactement avec la même formule que l'erreur gamma, c'est-à-dire on fait moins mu sous H1 sur sigma, c'est-à-dire sur S sur racine de n, et on le fait des deux côtés. Cette fois-ci, on a les deux côtés parce que c'est la probabilité que M soit dans l'intervalle, et non pas à l'extérieur. On remplace par les valeurs et on obtient cet intervalle-là. Donc on le transforme pour avoir des données, des valeurs qu'on peut trouver dans la table de la loi normale centrée réduite. Tac. On cherche ces probabilités dans la table de la loi normale centrée réduite. Ici, on trouve pour 0,85, donc 0,849. On trouve 0,198. Et pour 4,808, tac, on va se trouver juste ici, toujours pareil, donc entre 10-6 et 10-7. Donc 0,198 moins 0, parce que bon, à côté de 0,198, ça c'est que dalle, donc on va dire que c'est 0. Et ça nous donne donc 0,198. Quel est le troisième type d'erreur ? À quoi celui-ci correspond-il ? Donc on a vu les erreurs gamma, on a vu les erreurs bêta, donc il reste les erreurs alpha. Et à quoi elle correspond ? L'erreur alpha, elle correspond à la probabilité de rejeter H0 à tort. C'est-à-dire qu'on va trouver un M qui est en dehors de l'intervalle, on va trouver une différence qui est significative, alors qu'au final, une fois qu'on a les données à la fin, les données sous H1, on va se rendre compte que la différence n'est pas significative. Quelle est la valeur de cette troisième erreur ? Bon bah là c'est très simple, il n'y a même pas de calcul à faire, c'est indiqué dans l'énoncé. On dit que dans l'énoncé on prend un risque alpha égale 5%, donc bah, l'erreur alpha elle vaut 5%, elle vaut 0,05. Ça sera toujours donné dans l'énoncé, si c'est pas donné dans l'énoncé, ça veut dire que c'est 5%. Et la plupart du temps ça va être 5%. Elle est fixe et elle sera toujours indiquée dans l'énoncé. Voilà, si elle n'est pas précisée, on sous-entend qu'elle est de 5%. Voilà, c'est fini. Vous pouvez souffler. Voilà, les erreurs statistiques, c'est une notion qui est assez compliquée. C'est possible que vous n'ayez rien compris à tout ce que j'ai expliqué. Et ben, je vous conseille de revoir ce passage. Et si vous avez tout compris, mais que dans 2 jours vous avez tout oublié, et ben, vous pouvez toujours revenir sur cette vidéo, vous notez le timecode. Et puis vous revenez si jamais vous avez oublié. Au moins dans cet exo, on a vu toutes les erreurs. Comment trouver la valeur de chacune de ces erreurs. Donc normalement vous avez tout, vous pouvez tout comprendre à partir de cet exo. Condition que j'ai bien expliqué. Et sinon, vous demandez à un tuteur si vous n'avez pas compris mon explication. Mais ce qui est important, c'est de s'entraîner parce que c'est pas une notion qui est tellement complexe, mais c'est assez difficile à se représenter en fait. Donc dans le poly, vous allez avoir des courbes qui vous permettent de mieux comprendre chaque type d'erreur, mais pour les calculs, vous les avez vus uniquement en TD. Donc vous ne les trouverez pas dans le poly. Donc je vous conseille soit de ressortir vos TD, soit de revoir cet exo, soit de revoir un exo d'Arma ou un exo qu'on a pu faire sur les erreurs, ou de colle ou n'importe quoi. Et voilà, à en faire plusieurs pour vous entraîner. Et si vous savez que vous avez du mal sur les erreurs, n'hésitez pas à faire, si jamais ça tombe au concours, à faire l'exo sur les erreurs en dernier. Comme ça, vous ne perdez pas de temps et c'est une notion qui est assez compliquée. Donc, si vous avez le temps, vous revenez dessus à la fin et puis comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas perdu de temps pour des choses plus simples. Voilà. Et bon courage pour ce confinement qui est votre deuxième pour vous. Donc, grosse force à vous. On vous lâche pas, on est toujours là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et voilà, on vous laisse pas tomber. Bon courage et voilà. Salut. Salut, donc je vais vous présenter
le cours sur la comparaison de moyenne et de répartition, et puis après je vous montrerai les applications pour que ce soit plus clair pour vous. Donc on commence. Tout d'abord, quand vous avez des comparaisons de moyenne, il faut vous dire qu'il va y avoir 3 cas de figure. Donc on va avoir comparaison de moyenne sur échantillon indépendant, comparaison de moyenne sur échantillon apparié, et ANOVA. Donc ANOVA, faut pas oublier que c'est une comparaison de moyenne. Mais juste la différence, c'est que c'est lorsqu'on veut comparer plus de 2 groupes. Donc dans ce cas-là, on va pas pouvoir faire une comparaison de 2 moyennes observées, mais on va faire une ANOVA. Donc c'est ça la différence principale. Et après, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut bien réussir à déterminer si c'est un échantillon indépendant ou apparié. Et pour cela, il faut vous dire que quand vous faites un test, quand les 2 groupes sont indépendants, c'est vraiment 2 groupes différents. Par exemple, le groupe A et le groupe B qui correspondent à un groupe de fumeurs et un groupe de non-fumeurs. Alors que lorsqu'on est dans la comparaison de moyenne sur échantillon apparié, là ça va être soit 2 groupes issus d'une même population, donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont appariés, enfin les individus ont été appariés, ou alors par exemple lorsqu'on travaille sur un même groupe, mais qu'on va regarder à des moments différents. Par exemple, un exercice où on aurait un médicament qui est pris par un groupe, on va voir s'il y a une différence significative avant et après la prise du médicament, et dans ce cas-là, ça va être une comparaison de moyenne sur échantillon apparié. Donc voilà, une fois que vous avez compris ça et qu'il y a des comparaisons de moyenne sur échantillons indépendants appariés et ANOVA, déjà il faut que ça c'est plus clair pour vous, normalement. Donc pour les comparaisons de moyenne indépendantes. Donc à chaque fois, j'ai fait un truc assez simple pour grand échantillon et petit échantillon, avec juste conditions de validité, indice, seuil et puis précision du texte. Comme ça, c'est assez clair pour vous. Et c'est plus synthétique, parce que ce qui est difficile en biostat, c'est de vraiment vous faire des cases dans votre tête où il y a comparaison de moyenne, comparaison de répartition, tous les tests différents avec des sous-parties où on a échantillon indépendant, apparié, avec encore des sous-parties où on a grand échantillon, petit échantillon. Il faut vraiment, moi ça m'aidait de faire des fiches parce que ça synthétisait tout dans mon esprit, parce qu'au début on a plein de tests hyper différents et c'est hyper facile de se mélanger dans les formules, sachant qu'elles se ressemblent souvent, ou de confondre quand est-ce que ça suit de la variable suit la loi normale ou pas la loi normale, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit vraiment hyper clair pour vous. Donc pour les échantillons, les grands échantillons, donc l'effectif doit être toujours supérieur à 30, donc ça c'est le truc de base un peu. Donc après, pour calculer l'indice, donc ça va être cette formule là. Donc à chaque fois on va vous donner les 2 moyennes de groupes différents avec les variances, soit elles sont données ou soit vous les calculez. Et la formule, vous la verrez dans un autre cours, parce que là je l'ai pas précisé, mais voilà. Et pour le seuil, pardon. Et pour le seuil, ça va être z alpha sur 2, donc voilà, pas de plus de précision. Et pour la précision du test, il faut pas oublier qu'il faut multiplier par 2. Donc en gros, la question que vous allez vous poser à chaque fois que vous faisiez donc après, la question que vous posez quand on calcule la précision du test, c'est il faut se dire est-ce qu'on multiplie par 2 ou pas. Et donc ça, pour pas se tromper, je pense que peut-être quelqu'un dans un autre cours vous l'aura expliqué. Et vous comprendrez sûrement mieux quand on fera des applications, mais quand on se réfère à une courbe, par exemple la courbe de la loi normale, donc qui est la courbe de Gauss qui est totalement symétrique, là on multiplie toujours par 2, parce que c'est symétrique, donc 2 fois la même chose, on multiplie par 2, pardon. Mais par contre, quand on va être sur la table du qui2, qui est pas du tout symétrique, là pour les précisions du test, on multiplie pas par 2. Donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et au début, moi je me souviens que je confondais toujours quand est-ce qu'il fallait multiplier par 2 ou pas, mais j'avais pas compris que c'était par rapport à la courbe de référence entre guillemets. Mais une fois qu'on a compris ça, du coup sur nos tables il y a les courbes, et du coup si on voit que c'est une courbe qui est pas symétrique, on ne multiplie pas, et quand elle est symétrique, on multiplie par 2. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc voilà pour grand échantillon. On passe maintenant à petit échantillon, où ici l'effectif doit être inférieur à 30 et que la variable suit la loi normale. Donc pour l'indice, c'est relativement la même chose, en soi elle se ressemble beaucoup. Donc on est sur la table de student à DDL-1 et alpha sur 2. Mais ici, il faut faire attention, une des conditions, c'est que les variances des 2 groupes soient égales. Et donc pour ça, il faut faire un rapport entre ces 2 variances. Il faut toujours qu'elles soient supérieures à 1. Sinon, c'est pas possible de continuer l'exercice et les conditions de validité ne sont pas OK. Donc une fois qu'on s'assurait que les 2 variances la fraction des 2 variances était supérieure à 1,
On peut continuer l'exercice et vous voyez dans la formule il y a une seule variance. Donc celle-là c'est une nouvelle variance à calculer qui est comme un peu comme pour rassembler les deux entre guillemets. Et donc pour ça il faut utiliser cette formule. Et donc cette formule c'est vraiment, faut que vous disiez que c'est uniquement dans le cas d'une comparaison de moyenne indépendante sur petits échantillons. Et on l'utilisera jamais pour autre chose. Et donc voilà, et après vous utilisez cette variance, vous l'utilisez dans votre formule, et après c'est le même principe, on calcule l'indice, on compare par rapport au seuil, et on peut conclure. Voilà. Donc on passe à la comparaison de moyenne appariée. Donc pareil, même principe, on a petit échantillon et grand échantillon. Donc lorsqu'on est sur grand échantillon, l'effectif supérieur ou égal à 30, donc comme comparaison de moyenne indépendante. Ici, l'indice, c'est relativement la même formule, sauf que ici on va parler de M, donc moyenne de D. Et donc ici, le D, il fait référence à la différence. Donc comme je vous ai dit, quand je vous ai expliqué comment on détermine si c'est une comparaison de moyenne appariée ou indépendant, quand c'est apparié, ça va être, on travaille sur soit dans une même population, deux groupes différents, mais au sein d'une même population, donc on dit qu'on apparie les personnes, ou soit ça va être dans un même groupe, on compare à des moments différents. Et donc ce moment différent, donc comme je vous l'ai dit dans l'exemple où on prend un médicament et on compare avant et après, donc à deux temps différents, le D, c'est ça, c'est la différence du coup entre le temps 1 et le temps 2, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce qui peut vous aider, et si vous êtes un peu en galère et vous n'arrivez pas à déterminer, vous trouvez que l'énoncé est un peu ambigu, et que vous n'arrivez pas à déterminer si c'est une comparaison de moyenne appariée ou indépendant. Et si vous voyez par exemple des moyennes de D ou alors la somme de D et la somme de D carré, il faut que ça fasse tilt tout de suite et il faut que vous disiez ça y est, c'est comparaison moyenne, il faut vraiment que ça vous mette sur la piste des moyennes appariées. Donc voilà, en soi pour calculer la formule de la variance c'est la même sauf que c'est avec le D, mais c'est pas de modification. Et pour le petit échantillon, pareil, c'est l'effectif inférieur à 30 et la variable doit suivre la loi normale. Et c'est pareil, la même formule, où là on est sur la table de student ADDL-1 alpha sur 2. Ici, pour la précision du test, que ce soit sur grand échantillon ou petit échantillon, on multiplie par 2. Voilà, donc c'est comme pour comparaison de moyenne indépendante. Voilà. Ensuite, on passe à ANOVA. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ANOVA, c'est une comparaison de moyenne, mais quand on cherche à comparer plus de deux moyennes indépendantes. Donc voilà, en termes de conditions de validité, on a la variable aléatoire doit suivre une distribution normale et avoir la même variance dans chaque population. Et puis, en ce qui concerne les hypothèses, on a H0 qui considère que toutes les moyennes sont égales et H1 qui considère qu'il y a au moins une des moyennes qui sera différente par rapport aux autres. Donc voilà, et donc le H0, ça c'est comme globalement à chaque fois que vous avez un exercice, que ça soit de comparaison, de répartition, de moyenne, tout ce que vous voulez, à chaque fois le H0 il considère qu'il n'y a pas de différence entre guillemets, donc pas de différence significative et tout ça. Sauf pour, il y a une seule exception, c'est des exercices de corrélation et de régression, mais vous prenez pas la tête avec ça, vous voyez ça quand vous regarderez l'exercice même de corrélation et de régression. Mais retenez que pour ANOVA et comparaison de moyenne de répartition, c'est toujours H0 considère qu'il n'y a pas de différence entre les différents groupes. Donc ensuite, on passe aux calculs pour ANOVA qui sont extrêmement compliqués, on va pas se mentir. C'est des formules hyper barbares et clairement celle-là, moi je pense que je l'ai jamais apprise telle quelle. Parce que, clairement, ça n'a pas de sens, je trouve. Mais il faut vous dire qu'il faut réussir un peu à les traduire en langage à peu près français, on va dire. Parce que ça a une signification en termes dans votre tableau, en gros. Parce que vous savez, pour les exercices d'ANOVA, on a généralement des grands tableaux avec groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Donc que ça soit 3 ou 4, mais du coup c'est plus que 2 parce que c'est un des critères. Plus que de groupes, et du coup moi j'arrivais à graphiquement me souvenir de la formule, mais c'était purement graphique, donc je savais ce que je devais multiplier, mais cette formule là j'en avais pas vraiment d'idée, mais ce qui est bien c'est de vous souvenir que le SCEA, donc qui est la variance intergroupe, c'est égal à ça en langage un peu plus facile on va dire. Donc ça. Donc pour l'ANOVA, faut comparer à chaque fois, faut calculer le SCEA et le SCER qui sont les variances intra et intergroupe. Donc voilà, donc faut pas confondre surtout à SCEA et SCER, ou SCER c'est intragroupe et SCEA c'est intergroupe.
Voilà, donc pareil pour le SCR, vous avez cette formule-là qui veut pas dire grand-chose, mais quand on la traduit entre guillemets, on obtient ça. Donc moi, ce que j'avais fait pour les exercices où je trouvais que les applications étaient un peu difficiles, c'est que je m'étais fait un exercice type que je trouvais soit dans l'école ou soit dans les annales, un exercice assez classique entre guillemets, où vraiment je faisais l'application et je notais pas forcément les formules en tant que telles, mais je mettais directement avec les valeurs de l'exercice pour pouvoir savoir à quoi ça correspond vraiment la formule et vraiment faire une application. Donc c'est pour ça que là ça peut ne pas vous dire vraiment grand chose, mais en faisant l'exercice ça va être beaucoup plus clair pour vous et c'est normal que là ça n'ait pas vraiment de sens. Donc voilà. Donc une fois qu'on a calculé les variances intra et intergroupe avec le SCEA et le SCER, on peut calculer l'indice statistique donc qui est égal à FO, enfin F0. Donc ça va vous donner cette formule-là. Et la condition, c'est que le F doit toujours être supérieur à 1, comme c'est dit là. Après, une fois qu'on a ça, on calcule, on trouve le seuil dans la table de Fisher. Et là, faut pas se tromper, parce qu'on a dans vos tables statistiques, vous avez différentes tables de Fisher. Donc vraiment, faites attention au alpha, parce que le alpha, du coup, il est global. On choisit pas en se décalant de valeur sur la table. C'est vraiment, on a une feuille par valeur. Et du coup, faut vraiment faire attention au alpha qui est utilisé, parce que sinon, au risque qui est utilisé, sinon c'est hyper rapide de se tromper et c'est une erreur bête une fois que vous avez fait tous les calculs. C'est vraiment dommage de vous tromper vraiment au niveau de la conclusion, quoi. Parce que surtout que clairement le plus difficile c'est de faire les calculs, donc si vous avez réussi ça, voilà quoi. Donc après on calcule le seuil dans la table de Fisher avec K-1, N-1. Voilà. Et il faut et donc le K-1 et le N-1 c'est par rapport à la colonne et la ligne. Donc voilà. Puis on passe à la comparaison de répartition. Donc c'est le même principe que pour comparaison de moyenne, on a pour échantillons indépendants et appariés, et au sein de ces différents échantillons, on a pour petit et grand échantillon. Donc voilà, c'est le même principe, moi je détaille pas plus. Comparaison de répartition indépendante. Donc pour grand échantillon, ici, pour déterminer si c'est un grand ou un petit échantillon, c'est pas du tout pareil que dans les comparaisons de moyenne où on se réfère directement à l'effectif. Ici, on va devoir calculer le CIJ. Donc quand je vous dis ça vous dit trop rien, mais quand vous avez des énoncés d'exercices de répartition indépendants, généralement vous avez des tableaux ou alors vous avez toutes les valeurs nécessaires pour construire un tableau. Et du coup, la formule pour le CIJ, c'est total des lignes fois total des colonnes divisé par le total général. Donc vraiment là, ça peut ne pas vous dire grand-chose, mais vous verrez quand on appliquera les exercices, ça prendra beaucoup plus de sens. Et donc une fois qu'on a calculé ces CIJ, donc vu que généralement il y a tout le temps 2 groupes et 2 événements, ça fait 4 CIJ. Et donc tous ces CIJ doivent être supérieurs à 5. Et voilà, donc et une fois que vous avez calculé ça, vous pouvez dire que c'est sur un grand échantillon, mais vous pouvez pas le dire avant, juste à la lecture de l'énoncé. Après, une fois qu'on a cette valeur, la valeur du CIJ, on peut calculer l'indice, où on a la somme de tous les OIJ moins CIJ au carré sur CIJ. Donc attention, faut pas confondre la position et des OIJ et CIJ, parce que c'est l'erreur qu'on a tous fait une fois, et ça fausse les calculs, donc c'est dommage. Voilà, donc OIJ, si vous voyez pas trop, c'est genre observer, alors que CIJ c'est calculer. Donc généralement le OIJ il est donné dans le tableau, généralement vous avez comme souvent des tableaux, et le CIJ il faut le calculer du coup. Et voilà, et après pour le seuil qu'on utilise, c'est quasiment tout le temps 3,841, parce qu'on est dans la table du Qui 2, et que pour calculer l'indice c'est ligne -1, colonne -1 DDL, sauf que généralement on a toujours 2 groupes. Donc ça fait 2-1, 2-1, donc ça fait 1 DDL, donc ça fait toujours quasiment 3,841. Et ici, pour la précision du test, faut faire attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la table de Fisher, elle est pas symétrique, donc on ne multiplie pas par 2 pour trouver la précision du test. Et c'est pareil pour petit échantillon. Donc dès que la table de Fisher, on ne multiplie pas par 2, c'est toujours comme ça. Après, en ce qui concerne les petits échantillons, faut que au moins un CIJ soit inférieur à 5, mais par contre qu'ils soient tous supérieurs à 5. Supérieur à 3, pardon. Et si vous en voyez un qui est inférieur à 3, votre test ne peut pas être effectué. Ça sert à rien de le continuer, il sera pas valide.
Donc voilà pour ça, donc c'est la même formule pour calculer les CIJ. Et attention, il y a une toute petite modification par rapport au grand échantillon, c'est qu'il faut rajouter ce moins 0,5. Donc voilà, faut pas l'oublier, parce que généralement les profs, ils savent que c'est une faute facile de l'oublier, du coup ils mettent forcément la valeur du test sur grand échantillon, et généralement on tombe dans le panneau, donc il faut faire vraiment attention à ça. Voilà, après on passe aux comparaisons de répartition appariée, donc on a pareil grand échantillon, petit échantillon. Et pour grand échantillon, on a A plus B sur 2, et il faut que ça soit supérieur ou égal à 5. Donc pareil, le A et plus B, là, ça va pas vous dire grand-chose, mais vous verrez dans les exercices que ce sont des deux valeurs qui sont dans le tableau, en fait. Donc voilà. Donc une fois qu'on a que si le A plus B divisé par 2 est supérieur à 5, on peut en déduire qu'on est dans un grand échantillon, puis on calcule l'indice qui est égal à cette formule. Et après, on compare au seuil, et qui, dans le cas des comparaisons de répartition appariée, c'est toujours 3,841. Donc vous prenez pas la tête à regarder dans vos tables et tout, c'est toujours ça. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et pareil, pour la précision, on multiplie par 2. Et puis pour les comparaisons de répartition appariée sur petit échantillon, c'est la même formule du A plus B sur 2. Et dans ce cas-là, il va être entre 3 et 5. Donc faut faire attention, faut pas confondre avec répartition appariée et indépendante, où faut qu'il y en ait un qui soit au moins un qui soit inférieur à 5, mais tout supérieur à 3, là c'est vraiment entre 3 et 5. Ça fait à peu près pareil que pour répartition indépendante, dans le sens où il y a juste une petite modification entre petit et grand échantillon, où il faut pas oublier le moins 1 ici quand on est sur petit échantillon. Mais dans le fond c'est la même, c'est presque la même formule. Et pareil, on compare avec le seuil qui est à 3,841, et dans les deux cas, précision du test ne multiplie pas par 2. Voilà. Donc c'est fini, c'est tout pour moi. Je vais vous présenter après les exercices. Salut, du coup je vais vous présenter maintenant les exercices par rapport au cours que j'ai fait tout à l'heure sur les comparaisons de moyenne et de répartition. Donc je voulais l'énoncer. Avec le confinement, Cendrillon ne doit pas sortir sans son attestation, mais elle peut compter sur l'aide des fées et de leurs baguettes magiques. On cherche à comparer l'efficacité des deux baguettes magiques, celle de la fée marraine et celle de la fée de la Belle au bois dormant. Donc cette phrase est importante. On cherche à comparer l'efficacité des deux baguettes magiques pour faire apparaître une attestation. On considère que les deux baguettes ont les mêmes pouvoirs. On effectue les deux tests sur 15 volontaires. Donc cette phrase, elle est hyper importante aussi pour déterminer le type de test qu'on va réaliser. Pour 2 d'entre eux, les deux baguettes fonctionnent. Pour 6 personnes, les deux baguettes ne font aucune transformation. Cependant, pour 5 individus, la baguette magique de la fée marraine se révèle fonctionnelle, contrairement à celle de la fée de la Belle au bois dormant. Et pour 2 personnes, la baguette magique de la fée marraine ne fonctionne pas, alors que celle de l'autre fée est opérationnelle. On cherche à savoir s'il y a significativement plus de réussite avec la baguette magique de la fée marraine qu'avec celle de la fée de la Belle au bois dormant, au risque 5%. Donc là, ce qui est important, c'est de déterminer ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans cet énoncé, parce qu'on a un gros pavé. Et donc, pour déterminer quel type de test, ça va être plus compliqué. Plus on a d'informations, plus c'est vite fait de s'y perdre. On va déjà regarder la première question. Donc, de quel test s'agit-il ? Donc quand on regarde l'énoncé, donc pour moi les phrases qui sont importantes ici, c'est par exemple on effectue les deux tests sur 15 volontaires, donc on insiste bien sur le deux tests. Et la dernière phrase qui nous dit le but du test à réaliser, donc on cherche à savoir s'il y a significativement plus de réussite, machin. Donc ça c'est important, et celle que j'ai dit précédemment aussi est importante. Donc ici on cherche à savoir, les deux questions à se poser, c'est d'abord est-ce que c'est une comparaison de répartition ou de moyenne, est-ce que c'est sur un échantillon indépendant ou apparié, et est-ce que c'est un petit ou grand échantillon. Donc tout d'abord, faut se demander si c'est comparaison de moyenne ou de répartition, et ici on comprend qu'on ne nous parle pas vraiment d'une moyenne de quelque chose. Ici on parle de personnes en tant que telles, et dès que vous avez des énoncés, par exemple, à part si vous avez un exercice où on vous demande par personne le nombre, le poids en moyenne de son sac à dos, vous voyez, mais quand vraiment on est sur des personnes, et c'est des personnes qu'on classe par exemple dans des groupes, que ça soit groupe A, groupe B,
Ou ici, dans ce cas-là, donc on est bien sur des répartitions et pas sur des moyennes. Donc là, le premier problème a été élucidé, donc on a déterminé que c'est une comparaison de répartition. Après, il faut déterminer si c'est sur un échantillon apparié indépendant, ou si c'est par exemple comparaison de répartition observée à théorique. Sauf qu'ici, on voit que on nous donne pas une valeur théorique, comme si on nous disait... Bon là je l'applique pas l'exercice, mais comme si on avait dans la population générale, il y a tant de pourcents de fumeurs, on s'intéresse à la consommation de cigarettes dans tel ou tel lycée. Là où on a un ratio et une sorte de hiérarchisation entre la population générale et un échantillon. Donc ici c'est pas le cas, on a vraiment deux tests à faire qui sont vraiment à égalité. Il y en a pas un plus supérieur à l'autre, donc c'est pas théorique à observer. Donc après, il faut déterminer si c'est indépendant ou apparié, et c'est là que la phrase on effectue les 2 tests sur 15 volontaires est importante. Parce que s'il y avait 2 groupes différents, on aurait fait, ça aurait été dit clairement qu'on réalise ce test sur ce groupe-là et l'autre test sur l'autre groupe. Mais ici, on réalise les 2 tests sur un même groupe. Et dans la définition que je vous ai donnée tout à l'heure d'un échantillon appareillé, je vous disais que quand on réalise le test sur les différentes personnes, donc ici il y a 15 volontaires, mais d'une même population, 2 fois la même population, dans ce cas-là, c'est apparié. Et c'est pour ça qu'on peut déterminer qu'à la question 1, de quel test s'agit-il, qu'il s'agit d'un test de comparaison de répartition observée sur échantillon apparié. Donc voilà, donc en effet, les volontaires réalisent les 2 types de tests sur le même échantillon, afin d'observer ou non s'il y a une différence entre les 2 baguettes. Cela justifie l'appariement, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Voilà, après on nous demande quelle est la valeur de l'indice statistique. Donc pour ça, vous allez pouvoir construire un tableau en fonction des valeurs qui sont données dans l'énoncé. Et ici, c'est un peu particulier dans le cas d'une comparaison de répartition appariée, dans le sens où on n'a que le A et le B. Donc ça va être, et il y a une caractéristique à savoir pour remplir correctement son tableau, c'est que le A et le B, on les met dans les cases où il y a le croisement, l'intersection entre un plus et un moins. Donc ici, pour remplir le tableau, on va avoir la baguette de la marraine qui fonctionne, qui ne fonctionne pas, la baguette de la belle au bois dormant qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Et donc ici, le A, il va être à l'endroit où il y a plus, enfin la baguette de la belle au bois dormant qui fonctionne, mais par contre celle de la marraine ne fonctionne pas, et inversement. Donc c'est pour ça qu'on place le A là et le B ici. Et donc faut pas confondre, il faut pas mettre par exemple le A là et le B là, ça marche pas. Donc ça c'est vraiment une condition à bien prendre en compte. Et une fois qu'on a ça, on peut calculer cette formule-là. Enfin, ce sont les conditions de validité pour déterminer s'il s'agit d'un grand ou d'un petit échantillon. Donc, pour calculer les conditions de validité, on va pouvoir appliquer la formule A plus B sur 2. Donc ici, ça va nous donner 3,5. Et donc par rapport aux conditions de validité que je vous ai données dans le cours, on sait que pour un petit échantillon, les valeurs de A plus B divisé par 2 va se trouver entre 3 et 5. Et pour un grand échantillon, c'est toujours supérieur à 5. Donc ici, on se trouve bien dans un petit échantillon. C'est pour ça qu'on peut conclure qu'il s'agit d'un test de répartition, de 2 répartitions observées appariées sur petit échantillon. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va avoir toutes les formules, on va pouvoir déterminer quelle formule on utilise, puisqu'elle est différente en fonction de si l'échantillon est grand ou petit. Et donc ici, c'est le test du Ki2 de Yet-McNemar, DDL-1. Donc on a cette formule-là, donc elle est à prendre par cœur, malgré tout, enfin on va pas réinventer quoi. Et il faut pas oublier surtout le -1. Voilà, et donc là, avec les valeurs absolues, le carré, faut pas oublier, et on obtient à la fin 0,57. Donc que peut-on conclure ? Vu qu'on est sur des comparaisons de répartition sur échantillon apparié, le seuil c'est toujours 3,841. Donc on voit qu'il y a une nette infériorité de l'indice par rapport au seuil, donc on ne rejette pas H0, donc qui disait l'hypothèse H0, comme dans quasiment tous les tests, confirme qu'il n'y a pas de différence entre que ce soit les 2 groupes ou là les 2 événements, et donc on ne rejette pas H0, même si mais attention, on ne l'accepte pas, mais on ne le rejette pas du coup. Donc il n'y a pas de différence significative entre les 2 baguettes magiques. Donc voilà. Donc je vous retrouve après pour un autre exercice. Donc bisous. Salut, du coup je vous retrouve pour un dernier exercice.
Je vous l'énoncer, comme ça, moins ça sera clair. Dans la population de L2, donc ça correspond à 61 personnes, la majorité des étudiants a plus de 20 Ronéo de retard. On tire au hasard 30 étudiants qui n'ont pas de Ronéo de retard et qui regardent en moyenne 3 films Disney par semaine. Donc on donne la variance pour chaque groupe. Les autres étudiants regardent en moyenne 4 films Disney par semaine. Oui, ça fait beaucoup. Dans ce groupe mixte, on souhaite étudier s'il existe un lien entre le nombre de Ronéo de retard et le nombre de films Disney regardés par semaine. Donc attention, on voit que là le risque il est de 2%, donc attention, c'est pas comme la majorité du temps où il est 5%. Et on considère que les conditions de validité sont respectées. Donc voilà pour l'énoncé. Donc après, on nous demande de quel type de test s'agit-il. Donc ce qui est important quand on relit l'énoncé, c'est tout d'abord de savoir s'il s'agit d'une comparaison de moyenne ou de répartition. Ici, on voit qu'on parle d'une moyenne de films regardés par rapport à une moyenne de Ronéo fait. Donc on comprend très rapidement que c'est une comparaison de moyenne et qu'ici c'est une comparaison de deux moyennes observées puisqu'il n'y a pas un groupe théorique par rapport à un autre, c'est vraiment deux groupes qui sont à égalité et on les compare tous les deux. Donc voilà pour ça, donc on sait déjà que c'est une comparaison d'une moyenne. Et après il faut déterminer si c'est sur grand échantillon ou petit échantillon et si c'est une comparaison de moyenne indépendante ou à parier. Donc concernant la nature du test, on comprend quand on lit l'énoncé qu'il y a vraiment deux groupes bien distincts dans le sens où on prend le nombre d'étudiants, on prend 30 étudiants qui n'ont pas de Ronéo de retard et 31 étudiants qui ont des Ronéo de retard. Donc c'est vraiment deux groupes différents et on les appareille pas, il n'y a aucun appareillement, donc on comprend que c'est une comparaison d'échantillons indépendants. Et après, il suffit juste de déterminer s'il s'agit d'un grand échantillon ou petit échantillon. Et dans ce cas-là, on voit au tout début qu'on nous dit le nombre de personnes, qui est de 61. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, c'est largement supérieur à 30. Donc, il s'agit d'un test de comparaison de moyenne sur grand échantillon indépendant. Donc, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc, après, on nous demande quelle est la valeur de l'indice statistique. Donc tout d'abord, on s'intéresse aux conditions de validité pour voir si notre test va pouvoir être réalisé. Et on voit que dans les deux groupes, le nombre d'étudiants est supérieur à 30, donc il n'y a pas de souci, on est bien dans un grand échantillon. Après, il suffit juste de calculer l'indice et on nous donne toutes les informations dans le test, dans l'énoncé, pardon. Après, il suffit juste de comparer, d'utiliser cette formule, donc M1 moins M2, vous avez toutes les informations dans l'énoncé, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et après, c'est juste de la traduction en chiffres, quoi. Et du coup, on obtient à la fin 2,88. Après, donc question 3, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Donc, faut pas oublier que le risque était de 2%, attention. Et donc, pour les exercices de comparaison de moyenne, on est toujours, sur grand échantillon, on est toujours sur la loi normale. Donc, il faut qu'on retrouve dans la table de la loi normale le seuil pour 2% cette fois et pas 5% dans le cas où on aurait 1,96. Donc ici, il faut vraiment pas mettre par réflexe 1,96 parce qu'on sait qu'on est sur une comparaison de moyenne sur grand échantillon. Faut vraiment se dire tout de suite, je regarde le seuil qui est attribué à la table en question. Et donc quand on le regarde, je vous ai pas mis la table parce que en soi c'est exactement le même principe. Vous allez à 0,02 et vous trouvez dans votre table la valeur qui est de 2,326. Et donc après, par rapport à l'indice qu'on avait obtenu qui est de 2,88, on voit bien qu'il est supérieur au seuil. Donc l'indice est supérieur au seuil, donc on peut en conclure qu'on rejette H0 et qu'il y a bien une différence significative entre le nombre de Ronéo fait en fonction du nombre de films Disney regardés. Voilà, ensuite, dernière question, on demande de calculer le degré de signification. Donc ici, on est sur la table de la loi normale pour le test ici. Donc il ne faut pas oublier qu'on va devoir le multiplier par 2 puisque la courbe est symétrique, comme je vous ai dit dans l'autre exercice. Et ensuite, pour ça, il y a deux moyens. Soit, je pense que vous verrez dans d'autres exercices
et d'autres tuteurs qui les expliqueront. Il y a deux moyens pour déterminer le degré de signification, et moi je vais vous présenter celui où on utilise on n'utilise pas la table de la loi normale, mais celle de la loi normale centrée réduite. Moi personnellement je le trouve plus simple parce qu'en fait on a juste à retrouver l'indice. Donc on a trouvé donc ici 2,88, le retrouver grâce à notre table, et ça va nous donner le seuil qu'il faudra juste multiplier par 2, puisque que dans la loi normale ou centrée réduite on multiplie toujours par 2. Donc comme je disais, l'indice était de 2,88. Donc dans la table de la loi normale centrée réduite, ça se compense entre guillemets entre la colonne et la ligne. Donc on a 2,8, et pour faire le 0,08, on va ici. Donc on obtient 0,002. Et donc attention, avec le petit 2, c'est pas deux en plus. Enfin, moi je sais qu'une fois j'avais fait une erreur bête comme ça en colle, parce que j'avais considéré que du coup il y avait 3 zéros, et c'est une erreur qui se fait vite. Et faut vraiment considérer que le 2 c'est le nombre de zéros qu'il y a après la virgule. Donc ça fait 0,002. Sauf que comme je le disais, vu qu'on est sur la table de la loi normale centrée réduite, on doit multiplier par 2. C'est pour ça que le degré de signification c'est 2 fois 0,002. Qui est égal du coup à 0,004. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est la fin de mon exo. Je vous souhaite surtout un bon courage, et vraiment restez fort. Et dites-vous que si vous continuez à travailler régulièrement, cette année c'est difficile comme l'année dernière, vu du confinement et tout ça, mais franchement je pense que ça va se faire au moral. Donc essayez de faire quand même des choses qui vous font un peu plaisir pour essayer de tenir jusqu'au bout. Et vraiment genre grosse force à vous, et vous allez y arriver. Bisous. Oh, vous êtes là. On va commencer ce cours sur la corrélation et la régression linéaire. Alors, donc, c'est un cours qui est franchement pas le plus sympathique du monde. Voilà, c'est ça, on va pas se le cacher, mais bon, on est avec vous, là, je vais essayer de vous l'expliquer, et j'espère que tout sera clair pour vous, parce que vous verrez que, en fait, il est pas si compliqué que ça, même s'il est, pour la plupart du temps, un petit peu mal compris par certains étudiants. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Nous on est là pour que vous puissiez gérer l'U4. Alors, donc dans un premier temps, en fait la corrélation et la régression linéaire sert à l'étude d'une liaison entre deux variables quantitatives. La corrélation linéaire, en fait, ça va être l'étude de la liaison entre x et y dans un nuage de points, alors que la régression, ça va déterminer la droite qui suit le mieux possible le nuage de points. Donc ça, il faut bien faire attention, et puis voilà, il faut bien faire la distinction entre ces deux cas. Donc, comme l'a écrit Lucie dans le diapo, il y a deux possibilités. Soit les deux variables sont aléatoires, donc ça veut dire qu'on est dans le cas d'une régression ou d'une corrélation, ça veut dire qu'on n'a pas la main mise sur une des variables, on ne peut pas contrôler les variables. Ça c'est très important, donc c'est vraiment la définition de aléatoire. Et ensuite, on a soit une variable aléatoire et une variable contrôlée, ce qui fait qu'on est dans le cadre d'une régression. Donc là, ça veut dire qu'on a le contrôle sur la variable. Et ça, c'est hyper important. Genre, si par exemple, j'ai un temps, donc le temps, je peux le contrôler. Je peux l'arrêter, je peux le remettre en marche. Donc ça veut dire que je le contrôle. Donc à partir de ce moment, par exemple, si on étudie la concentration d'un médicament en fonction d'un temps, et qu'on veut voir s'il y a une variabilité et une liaison entre du coup, la concentration et la prise à un temps t, par exemple, on sera dans le cadre d'une régression, parce qu'on étudie la liaison du temps en fonction par rapport à la concentration, et on peut contrôler une des variables qui est le temps. Donc, afin de regarder si on a une liaison entre nos deux variables, on va devoir calculer plusieurs paramètres. Et ça, il faut faire hyper attention, genre vraiment, c'est le plus important, le principal. Donc, on a tout d'abord la covariance de x, y, le coefficient de corrélation, et ensuite notre indice statistique. Afin de calculer la covariance, vous pouvez voir qu'en fait, c'est en gros c'est une formule de variance toute bête, comme on a habituellement dans les tests de comparaison. Donc en gros, ça va être la somme des xy moins la somme des x fois la somme des y divisé par n, le tout divisé par n-1. Donc vous voyez que c'est la même chose en fait que le calcul d'une variance normale. Donc ça voilà, c'est hyper important de la connaître. Elle n'est pas si compliquée que ça si vous connaissez déjà les formules pour trouver une variance, genre la variance de x, la variance de y. Et donc en fait, la covariance, elle va refléter la liaison entre x et y. Ça c'est important aussi. Même si c'est pas le paramètre
où on va forcément vous poser des questions dessus. On va plus vous poser des questions sur le coefficient de corrélation, la plupart du temps, ou alors l'indice. Et donc là, je vais passer au coefficient de corrélation. Donc on le calcule en faisant le rapport de la covariance sur l'écart type de X fois l'écart type de Y. Encore une fois, afin de calculer l'écart type de X et l'écart type de Y, vous devez passer par les variances. Parce que souvent, on va vous donner les données suivantes, genre somme des XY, somme des X, somme des Y, plus somme des X au carré et somme des Y au carré. Ça, c'est très important. Donc à partir de là, vous pouvez calculer vos écarts types respectifs, c'est-à-dire vos variances respectives de X et Y. Et donc, ne surtout pas oublier de mettre à la racine carrée la variance afin de retrouver l'écart type et le mettre dans notre petite formule de coefficient de corrélation. Et donc le coefficient de corrélation, en fait, il va nous indiquer le sens et la force de la liaison. Donc en gros, le coefficient de corrélation, il est toujours situé entre moins 1 et 1. Et donc si on est dans le positif, ça veut dire qu'il y a une liaison positive entre nos deux variables. Et si on est dans le négatif, il y a une liaison négative entre nos deux variables. Et plus on est proche de 1, plus on est proche de moins 1, plus en gros la liaison sera forte. Ça, voilà, ça peut être assez intuitif une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on l'a assimilé. Encore une fois, il faut quand même essayer d'assimiler le plus de choses afin de mieux les retenir. Comprendre, ça permet de mieux apprendre. Enfin, moi en tout cas, c'était un des tips pour ma part, parce que je ne pouvais pas apprendre quelque chose bêtement. Même si je vous avoue que ces formules-là, on est un peu obligé d'y passer par le apprendre bêtement et méchamment. Mais bon, après, il faut quand même essayer de trouver un sens à tout ce qu'on fait. Donc là, je viens de vous expliquer le coefficient de corrélation, à quoi il servait. Et donc maintenant, on va s'intéresser au calcul de l'indice. L'indice, en fait, il va être calculé en fonction de la table de Student, en gros la loi de Student, à n-2 DDL. Donc ça, c'est pareil, n, c'est le nombre de personnes que vous pouvez avoir dans l'échantillon. Le nombre de personnes, c'est un exemple, bien sûr. Donc maintenant, on va passer au calcul de l'indice. Et donc l'indice, en fait, on va le calculer au niveau de la loi de Student, c'est-à-dire à n-2 DDL. Donc n, ça peut être par exemple dans un échantillon de personnes, ça va être le nombre de personnes. Donc on va se mettre à n-2. Donc admettons on a 40 personnes, là on va être à 38 DDL du coup. Et on va regarder au niveau de la ligne à alpha sur 2. Pourquoi alpha sur 2 dans la table de Student? Parce que notre courbe de Student, en fait, c'est genre, elle est symétrique. Du coup, c'est pour ça qu'on divise par 2. Moi, le petit tips, encore une fois, c'est si c'était symétrique, du coup, je divise par 2. Et si ça ne l'est pas, je ne divise pas par 2. Le alpha, bien sûr. Et ça, normalement, je vais vous l'expliquer au niveau de l'exercice pour la corrélation et la régression linéaire. Donc voilà, on est à t n-2 DDL, alpha sur 2. Ça va être égal à notre coefficient de corrélation, R, fois un rapport, encore une fois, le rapport de n-2 à la racine carrée divisé par la racine carrée de 1 moins notre coefficient de corrélation au carré. Donc voilà, ça c'est, on va dire, les principales formules qu'il faut connaître afin de réaliser un test pas un test, mais en tout cas une corrélation et une régression linéaire. C'est vraiment les 3 formules fondamentales, vraiment. Et si vous pouvez vraiment les apprendre, ça serait parfait parce qu'elles peuvent vous rapporter des points très facilement au concours. Et puis souvent, il y a des gens qui passent à côté de la corrélation et de la régression parce qu'ils trouvent ça compliqué. Alors qu'en fait, si vous connaissez ces formules, ça peut aller vraiment très très vite. Et donc maintenant, en fait, on va passer à l'explication, on va dire un peu plus théorique, du coefficient de corrélation. Donc le coefficient de corrélation qu'on appelle ρ ici, c'est vraiment ce qu'on nous donne au niveau de, au niveau d'un graphique, on va l'appeler ρ, alors que celui qu'on calcule, vous voyez, on l'appelle r. C'est juste ça la distinction qu'il faut faire. Et plus on connaît y avec précision, plus la dépendance entre x et y est forte, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et plus notre valeur absolue de ρ, c'est-à-dire de notre coefficient de corrélation est grand, moins le nuage est épais. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, tout simplement. Et pour finir, en gros, on a une équation de la droite de régression. C'est vraiment le plus relou, on va dire, parce que, donc, en gros, cette droite, en fait, elle va nous permettre de modéliser notre nuage de points. Donc là, c'est vraiment au niveau d'une régression. Il faut faire attention. Là, on est dans le cadre d'une régression. Parce que comme on l'a dit au début du cours, la régression,
elle va être au niveau d'une variable contrôlée et d'une variable aléatoire. Et en gros, elle va déterminer la droite qui suit le mieux possible le nuage de points. Donc c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer ici. On va trouver l'équation de la droite qui suit au mieux le nuage de points. Bon là c'est un peu... Enfin là on peut pas trop, enfin voilà. Mais là voilà, vous voyez bien l'idée. Et en gros, cette droite, elle suit une fonction affine, donc de type bx plus a, ou là c'est a plus bx, mais c'est la même chose. Et donc, on va pouvoir calculer notre a et notre b grâce à nos paramètres qu'on a calculés juste avant. Donc, notre a, en fait, ça va être la moyenne des y moins b fois la moyenne des x. Et notre b, en fait, ça va être la covariance de xy divisé par la variance de x. Donc là, il faut faire attention, c'est pas l'écart type comme on avait ici. Et donc, au niveau temporel, ce que vous devez faire, c'est d'abord forcément calculer le b afin de calculer le a après, puisque vous voyez que vous avez besoin du b pour calculer le a. Et donc après, une fois que vous trouvez ces deux valeurs, vous pouvez remplacer. Et donc vous avez bien une liaison qui est modélisée en fait entre la variable y et la variable x. Du coup, c'est le but en fait de la régression linéaire. C'est vraiment ça. C'est trouver l'équation qui modélise en gros la liaison entre le x et le y. Donc en gros, on va partir du principe qu'on arrive à contrôler par exemple le x et on veut chercher le y. Donc ça nous permet, comment dire, de faire une prédiction. Si j'ai tant de x, et bah du coup je peux m'attendre à avoir tant de y. Mais il faut faire attention, encore une fois, à ne pas confondre corrélation et régression. Donc voilà, ce petit chapitre est terminé. J'espère que c'est assez clair pour vous. Si jamais ça ne l'est pas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Vraiment, nous on est là pour ça. Donc voilà, je vais passer à la partie exercice normalement. Et bah voilà, Lucie qui vous a fait ce petit diapo magnifique, vous remercie aussi. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite. Ah bah vous êtes encore là, vous. Oh là là. Bon, on se retrouve alors un petit exercice sur la corrélation et la régression linéaire. Donc souvent ce chapitre, il n'est pas forcément hyper bien compris par les étudiants. Donc je vais essayer d'être le plus clair et le plus net par rapport à ça. Donc, on a un petit énoncé sympathique, voilà. Je vais vous le lire comme d'habitude. Donc c'est parti. Cendrillon a apprivoisé 40 souris qui l'aident dans ses tâches quotidiennes. Elle aimerait savoir s'il y a une liaison entre la masse de fromage en grammes qu'elle leur donne et le nombre de tâches qu'effectuent les animaux. On a donc, à la lecture de l'énoncé, une première variable qui se met en valeur. Donc c'est le nombre de tâches effectuées par les souris, qu'on voit ici. Et une deuxième variable, y, la masse de fromage donnée par Cendrillon à chaque souris, en grammes. On suppose que les éventuelles conditions de validité sont vérifiées. Donc ça, c'est pour qu'on puisse effectuer notre test de A à Z. Donc ça, voilà, c'est essentiel. Donc voilà, là c'est les différentes données de l'exercice qui vont nous être utiles donc, dans les différentes formules qu'on va aborder dans un instant. Alors, question 1. Il s'agit d'un test. Donc là, voilà, vous avez 5 propositions. Et donc, à la lecture de l'énoncé, on peut voir qu'on cherche s'il y a une liaison entre deux variables, notre variable x et notre variable y. Donc si on cherche une liaison entre deux variables, c'est forcément une corrélation ou une régression. Mais là, après, en fait, on voit qu'on est dans le cas de deux variables quantitatives. Donc c'est forcément une corrélation. Si vous n'avez pas encore compris la différence entre corrélation et régression, je vous conseille fortement de revenir sur le point court de corrélation et régression linéaire, parce que normalement, je l'aborde et j'essaye de l'expliquer le plus clairement possible. Donc là, je ne vais pas reperdre du temps à vous expliquer tout ça. Donc si c'est pas encore super bien compris, revenez à la partie cours et normalement, ça sera clair. Au pire, vous posez des questions à vos tuteurs, ils vous redirigent vers les tuteurs UE4 et la team UE4, on est chaud, enfin voilà, quoi, on est là. Donc alors, donc c'était bien une corrélation. Dans ce cas-là, donc réponse E. Question 2. La valeur de la covariance. Donc la covariance, on a une belle petite formule là, à savoir, malheureusement par cœur, au final qui est pas hyper dur à retenir, vu qu'en fait ça ressemble beaucoup à une formule de variance. Voilà, on retrouve le 1 sur n-1, donc qui est ici, fois notre somme des xy moins la somme des x fois la somme des y divisé par n. Donc ça, bah voilà, il faut la connaître. Encore une fois, c'est un peu comme les variances, comme je viens de vous le dire. Et normalement, les formules
calculer des variances, vous les connaissez, quoi. À force d'en faire, c'est toujours la même chose. Et donc là, en fait, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs de l'énoncé, qui sont juste là. Et normalement, ça vous donne cette formule qui nous donne au final 1749,69. Donc ici, on a bien la réponse D. Voilà, maintenant, on va calculer et s'intéresser à la valeur absolue de l'indice statistique. Donc on vous donne encore 5 valeurs, et donc on va chercher quelles sont les bonnes réponses. L'indice statistique, sa formule, en fait, ça va être R fois racine de n-2 divisé par racine de 1 moins r carré. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on doit se dire? Du coup, on doit calculer R. Vu que le n, on le connaît, il vaut 40, ce sont les 40 souris dont on a parlé dans l'énoncé. Le R, par contre, ça va être le coefficient de corrélation. Ça, c'est très important aussi, à ne pas confondre avec l'indice statistique. Hyper important. Le coefficient de corrélation, en fait, vous allez pouvoir le calculer en faisant la covariance de XY divisée par les écarts types donc, de XY, c'est-à-dire écart type de X fois écart type de Y. Ça, c'est super important. Parce que faut absolument pas confondre écart type de X avec la variance de X et l'écart type de Y avec la variance de Y. Pourquoi on a tendance à confondre ça? Parce que dans la précipitation, en fait, on va utiliser le résultat de nos formules ici. Parce qu'en fait, on peut pas calculer un écart type directement, on est obligé de passer par la variance. Donc souvent, dans la précipitation, on prend le résultat de la variance, on le met dans la formule 2 du coefficient de corrélation, pardon, et du coup, on trouve un coefficient de corrélation qui est pas du tout correct. Donc voilà, donc à partir de là, on va s'intéresser au calcul de la variance de X et de la variance de Y. Donc c'est la même formule à chaque fois, comme je vous le disais précédemment, et donc ça va être 1 sur n-1 fois somme des x au carré moins somme des x, le tout au carré, divisé par n. Le piège aussi, c'est de confondre somme des x et somme des x carrés dans la formule. Du coup, on inverse, puis c'est pareil, ça nous donne une variance qui n'est pas correcte. Du coup, un écart type qui n'est pas correct. Du coup, un coefficient de corrélation qui n'est pas correct. Et au final, un indice statistique qui n'est pas correct. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper dès le départ. Donc là, en fait, on a une variance de x qui est égale à 36 715,64. Du coup, on met une racine carrée pour que ça nous donne l'écart type. L'écart type est donc de 191,61. Parce que voilà, je vais encore faire un petit rappel, mais c'est important. La variance, c'est l'écart type au carré. Et donc, racine carrée de la variance, c'est bien l'écart type. Ça, c'est très important. On fait la même chose pour y, ça nous donne une variance de 408,93, ce qui nous donne un écart type de 20,22. Donc, on a calculé notre covariance juste avant, qui était de 1749,69. On la divise par les deux écarts types qu'on a trouvés, avec une multiplication entre les deux, bien sûr, c'est-à-dire 191,61 fois 20,22, ce qui nous donne un coefficient de corrélation de 0,45. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir calculer l'indice statistique. Et donc, on remplace dans la formule notre R qui est égal à 0,45 moins n-2, du coup on a bien 40 moins 2, le tout à la racine carrée, divisé par racine carrée de 1 moins r au carré, c'est-à-dire 0,45 au carré. Ça nous donne 3,12. Donc notre indice statistique est égal à 3,12. Et donc c'est bien la réponse D. Hop. Question 4. On ne perd pas de temps. On va chercher la valeur seuil. Parce que qui dit indice statistique dit valeur seuil. Donc en gros, on va comparer notre indice statistique et notre valeur seuil. Ça va être vraiment l'élément de conclusion, on va dire. Et du coup, il nous faut absolument la valeur seuil pour conclure. Donc, est-ce qu'elle est lue dans la table de student à 38 DDL, 39, 40? Donc voilà, on a encore 38 ou 39. Donc là, il faut savoir que c'est un DDL à n-2 pour les corrélations et les régressions. Donc vu qu'on a 40 souris, ça nous fait un DDL à 38. Donc c'est forcément la A ou la D. Et ensuite, on a un alpha soit à 5%, soit à 2,5%. Et vu qu'on est dans une table de students, c'est forcément du alpha sur 2. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc on est bien à alpha sur 2, c'est-à-dire 2,5%, étant donné que notre alpha est égal à 5%, donc on est bien à la réponse D. Et quand on regarde dans la table de students, à DDL 38 et alpha sur 2, donc c'est-à-dire à 2,5, normalement ça nous donne le 2,024, si je dis pas de bêtises. Yes, c'est ça.
Donc j'ai oublié de vous remettre les petites valeurs en haut, mais là du coup en gros c'est 0,025, donc c'est-à-dire le 2,5%, et donc c'est bien le 2,024 qui va nous servir de seuil. Et donc si vous voulez un petit tips pour savoir si c'est alpha sur 2 ou alpha tout court, en fait vous regardez la courbe de votre loi. Donc là, c'est la loi de Student. Donc c'est la courbe de la loi de Student. Vous voyez qu'elle est symétrique. Donc forcément, c'est alpha sur 2. Quand c'est symétrique, c'est alpha sur 2. Quand c'est pas symétrique, c'est du alpha. Donc en gros, quand il y a du qui 2, c'est alpha. Quand il y a du Student, c'est alpha sur 2. Mais attention, il y a dans un des cas des comparaisons de moyenne. Je crois que c'est sur petit échantillon. Je sais plus si c'est indépendant ou à parier, mais en tout cas, c'est du Student. Et puis on prend quand même alpha. Donc là, c'est juste la petite comment dire, exception. Mais faut faire attention. Donc voilà. Mais normalement, quand la courbe est symétrique, on prend alpha sur 2. Quand elle ne l'est pas, c'est du alpha. Donc voilà. Enfin, moi, c'était mon petit moyen en gros pour retenir ça. Et donc, est-ce qu'on a une différence significative ou pas? Donc, on a un indice qui est égal à 3,12, une valeur seuil qui est égale à 2,024, si je dis pas de bêtises. Et donc on voit que notre indice, en fait, il est plus grand que 2,024, c'est-à-dire que notre seuil. Donc déjà la différence est significative. Donc c'est pas la A et c'est pas la E. Et donc en gros, maintenant à partir de là, donc ça vous lirez ça chez vous tranquillement. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Et moi je vais vous expliquer donc avec un diapo. Donc on a une valeur à 3,12, si je dis pas de bêtises, à DDL38. Vous regardez sur la ligne DDL38, 3,12, on l'encadre entre quelle valeur et quelle valeur, donc c'est-à-dire entre la valeur de 2,71 et 3,31. Et en gros, quand vous remontez dans les colonnes, ça vous donne du coup un encadrement à 0,005 et 0,001. Vous prenez le plus grand chiffre, le plus grand nombre, pardon, entre les deux, donc c'est bien 0,005, pardon. Et après, du coup, vous le multipliez par 2, étant donné qu'on est toujours dans une loi de Student, ce qui nous donne un encadrement, du coup, à P inférieur à 0,01. Parce que 2 fois 0,005, ça nous donne 0,01. Donc voilà, ça c'est l'encadrement, du coup, avec l'autre valeur, c'est-à-dire 0,01, qu'on multiplie par 2 aussi. Le 0,005, on le multiplie par 2 aussi, ça nous donne cet encadrement-là, pardon. Mais en gros, le jour du concours, ils vont toujours vous demander P inférieur à. Donc, c'est pour ça que vous prenez toujours le 0,01. Voilà. Donc, après, on a la question 6, c'est la conclusion. Donc là, il faut faire gaffe aussi. Donc, c'est soit elle peut rejeter H0 car l'indice est inférieur au seuil. Est-ce qu'elle peut rejeter H0? Bah oui, mais c'est parce que l'indice est supérieur au seuil. Du coup, c'est pas la A. Elle ne peut pas rejeter H0 car l'indice est inférieur au seuil. On a dit que c'était supérieur, donc c'est pas la B. Il existe une liaison positive entre la moyenne de tâches effectuées et la masse de fromage donnée. Donc ça, on va le voir juste après, mais normalement, oui. Il existe une liaison négative? Non, c'est ce qu'on vient de dire. On ne détecte pas de liaison entre les deux variables, donc Cendrillon peut arrêter de se ruiner en fromage, malheureusement. Non. Donc alors, pourquoi c'est la réponse C? Donc il existe bien une liaison entre le nombre de tâches effectuées et la masse de fromage donnée, car l'indice est supérieur au seuil. C'est ce que je vous disais tout de suite. Et cette liaison, elle est positive. Pourquoi? Parce qu'on a un R, c'est-à-dire un coefficient de corrélation qui est positif, qui est supérieur à 0. Si on avait eu un R négatif, du coup, ça aurait été une liaison négative. Si la différence était significative aussi, attention. Mais du coup, là, on est bien dans le cadre d'une différence significative parce que notre indice est supérieur au seuil et notre R est positif, ce qui nous permet de dire que la liaison est positive. Donc, voilà. Après, oui, j'avais oublié, je suis désolé, il y a une question 7. Pour moi, c'était fini, mais non. Donc, la pente de la droite de régression on vaut. Ça, c'est pareil, c'est un peu chiant, mais vous pouvez gagner tellement de points grâce à ça. Genre vraiment. Alors, déjà, en gros, la pente de la droite de régression, elle va valoir soit les valeurs de A à E, du coup, comme d'hab. Et cette pente correspond à B dans l'équation. Donc, c'est une équation normalement d'une droite affine, donc de la forme AX plus B. Et en gros, notre B, là, il va être égal à la covariance de XY divisé par la variance, cette fois-ci, de X. À ne pas confondre avec l'écart type, encore une fois. Et du coup, c'est le souci inverse de ce qu'on avait tout à l'heure. On avait une covariance tout à l'heure de 1749,69 et une variance de X de
36 715,64, ce qui nous donne une pente de la droite de 0,048. Donc c'est bien la réponse B. Et l'équation de la droite de régression, donc là c'est justement sous forme d'une équation affine. Donc on a dit qu'on avait un B à 0,048. Et donc voilà, la droite est de type y égale a plus bx, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ax plus b, mais c'est la même chose, sauf que là en gros, vous inversez les deux variables. On a calculé b à la question précédente, donc c'était le 0,048. Donc c'est une équation toute bête en fait qu'on vous donne pour calculer tout d'abord le a, donc c'est grâce à la moyenne de x et moyenne de y, ce qui nous donne une moyenne de x de 26,50. Encore une fois, grâce aux valeurs données dans l'énoncé, et une moyenne de y à 12,70 grâce aux valeurs de l'énoncé. Notre a, du coup, sa petite équation, en gros, c'est pareil, c'est une droite affine de forme m, donc la moyenne des y moins b fois la moyenne des x, ce qui nous donne ces chiffres-là, qu'on a calculés juste avant, ce qui nous donne un a à 11,43. Donc notre équation, elle est forcément égale à 11,43, notre a, plus 0,048 qui correspond à notre b fois x. Du coup, c'était bien la réponse C, celle-ci, à ne pas confondre du coup avec l'autre. Question 9. Là, en gros, on va se baser par rapport à notre équation qu'on vient de calculer juste avant et on va pouvoir faire des, entre guillemets, prédictions grâce du coup aux valeurs qu'on a pu calculer juste avant. Et en fait, c'est le but de la régression et de la corrélation. C'est, on va essayer de modéliser une courbe qui représente nos deux variables, mais en gros une liaison entre nos deux variables. Et du coup, après, on va se baser sur une des variables pour prédire quel sera l'état de la deuxième. Et ça, c'est vraiment le but même d'une corrélation et d'une régression. Donc alors, si Cendrillon donne 20 grammes de fromage à une souris, combien de tâches cette souris effectuera-t-elle? Donc en gros, on voit bien que dans notre équation, notre y, du coup, il va être égal à 20. C'est ce qu'on nous donne ici. Donc du coup, on va essayer de calculer notre x, pour lequel y égale 20. Du coup, c'est une toute petite équation, voilà, à simplifier. Enfin, je veux dire, on doit isoler le x, ce qui nous donne un x égal à 20 moins 11,43, qu'on transpose de l'autre côté, divisé par 0,048. Du coup, ça nous donne 178,5, ce qui fait que la souris effectuera donc 178,5 tâches pour 20 grammes de fromage. Et donc c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une liaison entre nos deux variables et qu'on a une prédiction, c'est-à-dire on se base sur une des variables pour calculer la deuxième. Et donc voilà, c'est terminé. C'est un chapitre qui est assez lourd, qui prend du temps en calcul, mais franchement, si tout est clair pour vous, si vous avez dans votre tête les formules pour la covariance, pour les variances, pour le coefficient de corrélation, pour l'indice statistique, puis pour la droite de régression ou de corrélation, franchement, c'est tout bénef pour vous. Genre vraiment, c'est clair dans votre tête, vous avez les formules, vous avez le schéma classique, typique, qui est dans l'exercice que je viens de vous expliquer. Donc franchement, il n'y a aucun souci. N'ayez pas peur, c'est vraiment en vous entraînant que vous allez y arriver. Et voilà, moi je vous souhaite encore une fois du courage, des bonnes vibes, parce que voilà, vous en avez besoin. Et puis voilà, on est toujours là pour vous, le tutorat vous soutient, et puis voilà. Allez, bisous, salut!